I will speak French, but some words in English. For me, Lagrange is dead. And I have a common point with Lagrange. Lagrange had a bad accent in French, and I have a bad accent in English, so I prefer to speak French. Now I speak French. Donc le titre de l'exposé, c'est Quand il avait 100 ans. Donc il, c'est évidemment notre héros de ces 2 jours. Au-delà de Lagrange, je vais essayer de montrer un petit peu ce que c'est que faire de l'histoire des sciences, au moins de mon point de vue. Donc juste pour donner une idée, donc, Sylvie a rappelé que j'étais à l'Université d'Orsay. Donc l'Université de Paris-Sud, on est 3 historiens des maths à l'Université de Paris-Sud, et il y a 100 fois plus de mathématiciens. On peut discuter sur les chiffres, mais c'est un ordre de grandeur pour marquer un peu l'esprit. Donc l'histoire des sciences, c'est une discipline, c'est enseigné maintenant, et Guillaume et moi, on fait partie un peu de la 3e génération. Donc notre grand-père, c'est René Taton, qui a permis l'enseignement de l'histoire des sciences, et donc maintenant c'est enseigné un petit peu partout. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un peu d'auto-histoire de cet exposé. Donc comment ça a commencé? Donc j'ai eu un message de Sylvie le 18 juin, c'est une belle date, donc pour me solliciter pour venir au bicentenaire de Lagrange. Donc comme je travaille sur le 19e siècle, assez souvent je suis sollicité pour les bicentenaires. Donc si vous avez un bicentenaire à organiser, n'hésitez pas. Donc Sylvie me contacte. Donc quand on me contacte, il y a deux questions que je me pose. C'est est-ce que j'ai envie d'y aller? Qui est-ce qu'il y a derrière? Et est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai des choses à dire? Donc Sylvie m'a contacté le 18 juin à 10h40, je crois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc comme je savais qu'elle travaillait avec des historiens que j'apprécie, hein, Guillaume et Pierre, et je me suis précipité sur la vidéo de sa conférence, La Vague tueuse, qui reprend un article de Lagrange dont on a beaucoup parlé hier, dont on reparlera un petit peu après. Donc je me suis dit, oui, je vais y aller, et j'ai proposé quelque chose. Donc c'est ça, là. Non pas Lagrange en son temps, mais ce que c'est que Lagrange au 19e siècle. Et puis, donc, Pierre Crépel a trouvé que c'était une bonne idée, et Sylvie a plussoyé. Donc j'ai toute légitimité à parler de Lagrange aujourd'hui avec vous. Alors pour parler de Lagrange, il y aura trois moments. Donc le premier acte, ça va se passer autour de 1836, donc quand il avait 100 ans. Et on va un petit peu regarder ce que c'est que faire des maths à cette époque-là, et en explorant tout particulièrement le milieu de la presse mathématique, et voir comment les mathématiciens de l'époque produisent leurs résultats, ou les font connaître. Donc un deuxième acte, on va s'intéresser à la façon dont les gens du 19e, et je ne dis pas forcément mathématiciens, comment les gens du 19e recevaient Lagrange. Donc dans ma diapo de départ, vous avez vu Lagrange qui est au Panthéon, dès 1813, dès sa mort. Donc souvent, quand on ne fait pas d'histoire, on croit que c'est un grand homme, il est au Panthéon, et c'est comme ça pour tout le temps. Bon, on va voir que pour Lagrange, il y a eu des différents moments de la façon dont il a pu être reçu par les gens de l'époque d'après, donc par ses successeurs. Donc le troisième acte, on va parler des œuvres complètes de Lagrange, que vous avez tous vues hier pour ceux qui étaient au pot et à l'exposition. Je serai sûrement pris par le temps, donc j'en parlerai pas beaucoup, mais je dirais surtout deux choses. C'est que ce sont de très beaux ouvrages, donc c'est les 14 tomes des œuvres complètes de Lagrange, qui ont été édités entre 1867 et 1892. Donc ce sont de très beaux ouvrages par le papier, par la typographie, mais en fait ce sont de très mauvais ouvrages du point de vue des historiens des mathématiques, et j'essaierai un petit peu d'argumenter pourquoi mauvais. Et puis il y aura des petites conclusions, donc il y aura une chanson, hein. Hier on a eu un concert de jazz, il y aura une petite chanson, je ne vais pas chanter, hein, rassurez-vous. Il y aura une citation et il y aura deux invitations. Donc on y va. Donc quand Lagrange a 100 ans, au passage, le centenaire de Lagrange, en France, il est passé inaperçu, hein. Il n'y a pas eu de centenaire de Lagrange, à ma connaissance. Donc en 1836, enfin 35-37, il y a ce que j'appelle une deuxième poussée éditoriale. S'il y a une deuxième, c'est qu'il y en a eu une première avant, on reviendra après. Donc pourquoi elle est importante, cette poussée éditoriale?
c'est qu'elle lançait successivement en 1835 les comptes rendus de l'Académie des sciences, qui existent encore aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les CRAS, et dans la foulée, le journal de mathématiques pures et appliquées, donc lancé par Monsieur Liouville, qui est un jeune homme, si ça ne se voit pas sur l'illustration. Au passage, sur Internet, on voit des portraits de Liouville jeune. C'est une erreur, ils se sont trompés avec le neveu de Liouville. Donc, c'est pas le bon. Donc, on n'a pas de portrait jeune de Liouville. Donc, ce journal, donc le journal de mathématiques pures et appliquées, qui existe encore aujourd'hui, est pareil pour les CRAS. Je ne vais pas parler des deux autres. Donc, il faut bien comprendre que derrière ces deux journaux, il y a un homme, c'est Arago. Et comment c'est conçu? C'est-à-dire qu'on publie son résultat au compte-rendu de l'Académie des sciences et on développe sa démonstration dans le journal de Liouville. Liouville, c'est un poulain d'Arago, un très proche d'Arago. Donc ça, c'est en 35-36. Et quand on fait de l'histoire, il ne faut pas toujours rester dans son monde. Là, si on prend un peu d'écart et si on regarde sur le monde de la presse en général, 36, c'est un moment de rupture. Donc les historiens aiment bien parler de rupture. Il y a un avant et un après. Donc au niveau de la presse générale, qui est très étudiée par les littéraires, donc il y a une rupture avec un monsieur qui s'appelle Émile de Girardin, donc je ne vais pas parler beaucoup ici, mais il est considéré comme celui qui a fait entrer la presse dans sa phase moderne, en instaurant de la publicité dans ses journaux, en baissant les prix, etc. Et c'est une vraie rupture puisque en 1836, il a tué par duel un autre rédacteur de presse. Tout ça pour dire qu'à l'époque, les duels, c'est assez fréquent. En maths, on connaît tous le duel de Galois. Mais le duel, au XIXe siècle, c'est une façon assez régulière entre gens de bonne famille pour régler des différends. Donc 36, c'est une rupture au niveau de la presse générale et au niveau de la presse mathématique. On a en France les CRAS et Liouville. Donc là, je vais dans l'autre sens, je ne suis pas chronologique. Donc avant 1936, en 1823-26, il y a eu une première poussée éditoriale. Il y a eu plein de journaux qui ont été lancés. Là, je suis au niveau européen. Je ne vais évidemment pas décrire ces journaux. Il y en a un qui est intéressant puisqu'il a tenu longtemps, puisqu'il existe encore. C'est le journal für die reine und angewandte Mathematik, qui a été lancé à Berlin en 1826. Et d'autres, dont on ne parlera pas ici. Donc, à partir c'est des journaux qui ne sont pas forcément exclusivement mathématiques, mais là-dedans, les gens publient leurs textes, leurs mémoires, etc. Et encore un peu avant, on retourne en arrière, et là, on se retrouve à la mort de notre héros, presque, en 1810, est lancé ce qu'on peut appeler le premier journal de mathématiques, français, ça c'est sûr, et peut-être au-delà de la France. Donc ça s'appelle les Annales de mathématiques pures et appliquées, ou dit encore les Annales de Gergonne. Donc le fondateur, c'est ce monsieur-là, Gergonne. Donc je ne vais évidemment pas le dire dans l'exposé, mais tous les noms en jaune, là, c'est des historiens donc, qui travaillent sur ces journaux-là. Donc ça, c'est les Annales de Gergonne, c'est un journal où on a de tout. On a des mathématiques dites de progrès, c'est-à-dire de recherche. On a des mathématiques pour l'enseignement, pour les élèves, etc. Donc il y a plein de choses dans ces Annales de Gergonne. Donc on continue comme ça un petit peu à brosser le portrait du paysage mathématique à cette époque-là. Donc là, on est à la mort de Lagrange. Et on va refaire un autre tour bien après la mort de Lagrange. Donc en 1841-42, c'est le moment où sont lancés des journaux destinés à l'enseignement des mathématiques. Donc il y en a un en allemand, il y en a un en français, donc les Nouvelles Annales de mathématiques. C'est un journal de préparation pour les candidats à l'école polytechnique. Donc il est fondé par un monsieur qui s'appelle Terquem, donc vous voyez un peu vieillissant, mais quand il a lancé son journal, il avait une 60aine d'années. Ce monsieur Terquem est complètement oublié aujourd'hui par les mathématiciens, mais au 19e, c'était la plaque tournante des mathématiques. Beaucoup de gens le consultaient pour savoir ce qui était produit à Berlin, ce qui était publié à Berlin. Évidemment, il parlait allemand, en Angleterre, etc. Et il dirigeait une bibliothèque, la bibliothèque de l'artillerie à Vincennes. Donc il est producteur de journal et il est surtout en relation avec tous les mathématiciens de son temps.
Et j'ai juste pris une citation que j'aime beaucoup, parce que par ailleurs, il a aussi lancé le premier journal d'histoire des mathématiques. Et il écrit à un de ses auteurs, donc il lui dit donnez-moi le titre, la page et l'année, j'en ferai mention. Je n'aime pas les citations à la française. Lagrange dit, Voltaire dit, ou. Donc il y a une précision chez Terquem, où souvent dans les textes du 19e, on dit d'après Euler, on démontre que. Enfin, ou des choses comme ça. Le problème, c'est que Euler, il y a 8000 pages derrière, c'est où, etc. Donc Terquem, il est très méticuleux là-dessus. C'est un bibliographe, bibliophile, donc je ne vais pas en parler trop, parce que j'en ai déjà parlé il y a un mois à Lumini. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée des journaux qu'on a au 19e. Donc ça, c'est plutôt des journaux destinés aux recherches, à l'enseignement des mathématiques, mais pas seulement, on verra un peu plus tard. Donc maintenant, on retourne dans le siècle de Lagrange. Donc à l'époque de Lagrange, au 18e, les gens ils communiquent par lettres. Donc là, c'est un ouvrage qu'on a vu hier aussi. Donc c'est le mode de communication. Il y a les lettres. Donc ce sont des correspondances privées entre auteurs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des journaux, ce qu'on appelle les journaux savants au 18e. Donc là, je ne vais pas commenter cette lettre, mais les journaux savants, c'est des journaux où on a plein de choses, de l'art, de la littérature, et on peut avoir des sciences. Donc c'est un mode de communication. Tous les gens qui travaillent sur le 18e, bien sûr, sont confrontés à ces journaux-là. Donc notamment Silvia Roero, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais elle nous aurait parlé de le mode de communication en Italie au 18e et le rôle de ces journaux savants. Donc, si on résume au moins dans la première partie du 19e, c'est assez simple. La situation française est la suivante. Vous avez le premier journal de maths, les Annales de Gergonne. Après, sont lancés donc en 1936, donc au moment du centenaire de la mort de notre ami, Liouville et les nouvelles Annales de mathématiques, tout de suite après. Donc les deux hommes collaborent, hein, Liouville et Terquem, et souvent ils sont amenés à réorienter les auteurs. C'est-à-dire que si un auteur propose un article à Liouville, Liouville va lui dire c'est peut-être pas du niveau de mon journal et aller voir du côté des nouvelles Annales. Donc il y a une bifurcation entre les deux journaux. C'est à peu près sensiblement la même chose du côté allemand, mais j'en parlerai pas ici. Donc Liouville se revendique comme un journal le progrès des mathématiques, ça c'est son mot, hein, alors que l'autre c'est plutôt vers l'enseignement des mathématiques. Le public c'est les élèves et les professeurs, essentiellement. Donc cette vision-là, elle est sur la première moitié du 19e. À la fin du 19e, ça explose. Hein. J'en parlerai pas trop ici. Donc le 19e, au début, vous avez un journal de maths, c'est Gergonne. À la fin du 19e, vous en avez des dizaines. Aujourd'hui, vous savez. Donc, mais sur la première moitié du 19e, c'est assez stable. En France, on a ça. Les gens, ils publient dans ces choses-là. Et si on regarde un peu d'un point de vue européen, enfin une partie de l'espace européen, on a, pour les recherches mathématiques, Liouville en France, Crelle en Allemagne. Donc ça existe encore aujourd'hui. Là, c'est des photos qui ont été prises à la bibliothèque du CIRM il y a quelques jours. C'est la version actuelle de ces journaux où on rend encore hommage à Liouville et à Crelle. Et vous pouvez même voir, pour les mathématiciens, l'impact factor du journal de Crelle. Probably. Mais les savants du 19e, donc, pour faire connaître leurs recherches, ils utilisent essentiellement ces deux journaux-là. Donc je vais passer dans ma deuxième partie et je vais essayer de voir comment on pourrait étudier la réception de Lagrange pour les gens du 19e. Donc au 19e, il n'y a évidemment pas que des journaux, il y a des ouvrages. Donc là, je vous ai mis à gauche la théorie des fonctions analytiques de Lagrange. Donc c'est la deuxième édition, donc qui a été édité en 1813 par l'éditeur qui s'appelle Veuve Coursier. On a de la chance sur ces années-là, on a les tirages des ouvrages. Cette deuxième édition a été tirée à 1500 exemplaires, ce qui est un très gros tirage.
tiré à 1000 exemplaires dans ces années-là, même encore aujourd'hui, hein, c'est pas mal. Donc, et il va être réédité après. Donc Lagrange, déjà pour les libraires, c'est un auteur bankable. Il n'y a pas que lui, hein. Bézout, il vend encore plus. Donc ils sont morts, mais ça permet quand même de vendre. Donc quand on mise sur... donc les livres de Lagrange circulent, sont lus, il y a des choses qui se passent. Après, il y a un petit clin d'œil avec un autre Lagrange. Si vous en avez marre du grand, vous pouvez vous intéresser à un autre qui s'appelle F. Lagrange et qui a publié un traité de géométrie élémentaire. J'en parle pour montrer que les historiens des maths, on s'intéresse aux grands livres, mais on s'intéresse aussi à toute la façon dont les maths sont véhiculées, sont rédigées pour différents publics. Et ce monsieur Lagrange II, donc sur la page de couverture, il est édité chez un éditeur qui ne publie pas de mathématiques, ou pratiquement pas. Donc on voit que c'est un ouvrage à l'usage des jeunes gens et des pères de famille qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Donc au 19e, vous avez plein d'ouvrages de maths comme ça, où on précise le public qu'on vise. Après, est-ce qu'on l'atteint? Ça, c'est une autre question. Et ce Lagrange, je ne sais absolument pas s'il y a un lien avec l'autre, mais je ne crois pas. Et je ne suis pas venu vous parler de lui. Donc tout ça pour vous dire qu'en histoire des maths, on ne s'intéresse pas qu'aux grands noms, fût-il Lagrange, on essaie de voir les différents contributeurs et les différentes façons de faire comprendre ce que c'est que les mathématiques à un public qui est varié. Alors, revenons aux journaux et comment étudier la façon dont, là, plus les mathématiciens reçoivent Lagrange au 19e. Donc c'est un énorme travail que je n'ai pas fait. Hein. Je m'intéresse à Lagrange, mais ce n'est pas non plus l'objet obsessionnel de mes pensées. On va essayer de voir ensemble comment on pourrait faire pour aller au 19e et voir comment on parlait de Lagrange. Donc il y a déjà un petit mot, il y a des études locales qui ont été faites, par exemple les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'arithmétique, à la mécanique, à tout ce qu'on veut, aux probabilités. Il y a des gens qui ont étudié très précisément, je ne vais pas les citer ici, ils m'en excuseront, comment Lagrange était reçu. Maintenant, ce qui manque, je pense, c'est une réception globale de Lagrange au 19e. Donc je vais vous proposer un peu une façon de faire pour vous montrer peut-être un peu sur comment certains historiens procèdent. Donc il y a un superbe outil qui peut être utile aux mathématiciens d'aujourd'hui d'ailleurs. Ça s'appelle le répertoire bibliographique des sciences mathématiques. Donc ça a été lancé en fin 19e. Et derrière, il y a des gens comme Poincaré et des dizaines de mathématiciens. Et ils ont recensé tous les articles de maths qui ont été produits au 19e. Il y a une vue rétrospective, hein. Ils examinent ce qui s'est passé avant, pour examiner leur domaine de connaissances. Donc c'est un outil qui est en ligne hein, maintenant, hein, grâce à certains historiens des maths. Donc ce répertoire bibliographique des sciences mathématiques, ça a été une énorme entreprise. Hein. Des dizaines de mathématiciens au niveau européen ont rempli des petites fiches pour classifier les articles, etc. Donc si on regarde cette base de données, on va trouver les articles de Lagrange, hein, donc, qui sont publiés notamment dans le journal de l'École Polytechnique, qui n'est pas un journal de maths à proprement parler, mais où il y a beaucoup de maths quand même. Et puis, il y a aussi beaucoup de papiers autour de Lagrange. Donc là, je vous ai juste pris un exemple du fichier. Il y a à peu près une centaine de contributions de gens qui ont travaillé autour de Lagrange. Alors, quand on manipule une base de données, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. C'est-à-dire, comment on fait pour chercher? Est-ce qu'on fait une recherche dans le titre de l'article, s'il y a Lagrange dans le titre, s'il y a le mot Lagrange dans le corps de texte, etc., etc. Il y a beaucoup de questions derrière, hein. C'est pas du tout simple. Donc là, j'ai juste tapé tous les articles qui ont Lagrange dans le titre. Donc on en a à peu près une centaine sur le 19e. Donc vous voyez, sur la première moitié du 19e, il n'est pas tellement cité hein, dans la presse mathématique. Donc j'aurais pu faire un joli schéma avec plein de choses, je ne vais pas le faire, pour vous montrer un peu ce que je veux en faire après de ce genre de choses. On peut aussi identifier quelques auteurs phares qui travaillent beaucoup autour de Lagrange. Donc là-dedans, vous avez tout un tas de noms dont je ne vais pas forcément parler, j'en parlerai peut-être d'un ou deux après plus précisément. Donc notamment en France, un certain Breton
qui est méconnu aujourd'hui, mais qui a beaucoup travaillé sur Lagrange. Et c'est un ingénieur à la française, pour revenir à l'exposé précédent. Breton, c'est un polytechnicien, école des ponts et chaussées, il fait toute sa carrière au pont, mais ça ne l'empêche pas de publier beaucoup dans des revues de mathématiques. Donc au 19e, être mathématicien, déjà, et ça surprend toujours les mathématiciens d'aujourd'hui, c'est que la plupart n'ont pas de thèse, et on a des publics très variés. Vous pouvez avoir des curés, vous pouvez avoir des ingénieurs, comme ce Breton qui s'est beaucoup intéressé à Lagrange. Et puis d'autres que vous connaissez plus, évidemment, Cauchy et compagnie. Donc on a un certain nombre d'auteurs qui s'intéressent aux travaux de Lagrange. Après, vous avez tout un tas de journaux aussi qui véhiculent les textes de Lagrange. Donc il y a plein de journaux où on parle un peu de Lagrange et ça touche plein de pays. Hein. Ça ne touche pas du tout que la France et l'Allemagne et l'Italie. Donc il est évidemment beaucoup cité dans les journaux italiens, russes et français. Pas tellement du côté allemand, j'ai trouvé. Et si on se focalise plus sur ce qui se passe en France, il est pas mal cité dans... Les premiers articles sont dans le journal de l'École Polytechnique. Après, il est beaucoup dans les comptes rendus de l'Académie des sciences et le journal de Liouville, dont je vais en parler un petit peu après, ainsi que les Nouvelles Annales. Et après, plus tard, à la fin du 19e, il y a quelque chose de très intéressant pour les mathématiciens, c'est que se forment les premières sociétés mathématiques. Donc il y a la Société mathématique de France en 1872 à peu près, un peu avant du côté russe, et il va y avoir ce groupement de ces sociétés qui se lancent et qui ont leur bulletin, et donc ça crée une communauté pour les mathématiciens. Bon, en même temps, là, on a une liste d'articles. Maintenant, il faut essayer de voir comment Là, je prends le point de vue des mathématiciens de la fin du 19e qui ont classé les articles de Lagrange. Donc, dans le répertoire, vous avez une classification très très fine que je ne vais pas discuter ici. Hein. Donc, ça pose un problème énorme en histoire des maths, c'est tous les problèmes de classification. Le danger, c'est de voir des textes d'hier avec des yeux d'aujourd'hui. Donc un historien doit voir les textes d'hier avec les yeux d'hier ou d'un peu après hier, puisque moi je suis au 19e. Donc ça pose plein de problèmes. Donc les articles liés à Lagrange sont très liés à ce qu'on appelle le théorème de Lagrange, lié à la mécanique des fluides, dont je ne vais pas parler ici, ça mériterait d'être discuté, hein, bien sûr. Et puis tout un pan de texte sur les séries dites de Lagrange. Donc c'est pareil, là c'est des classifications fin 19e. Ça ne veut pas dire qu'au début 19e, les gens voyaient les choses comme ça. Donc c'est très très compliqué. Maintenant, si on regarde un petit peu Lagrange dans les comptes rendus et dans le journal de Liouville surtout, donc dans le journal de Liouville, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a un certain nombre d'auteurs qui s'intéressent à la mécanique. Donc j'ai cité leur nom ici, là. Donc il y a beaucoup d'articles qui reprennent des choses de Lagrange, donc notamment Bertrand, et ça va même aller jusqu'à la publication en 1853 de la mécanique analytique de Lagrange, hein, qui est à la bibliothèque du CIRM dans le fonds ancien. Donc ce livre, cette mécanique analytique de Lagrange, revue, augmentée, etc. par Bertrand, en fait dedans on a les textes de Lagrange et on a plein de textes qui ont été publiés dans le journal de Liouville. D'accord ? Donc ils puisent dans la mécanique de Lagrange et ils peuvent la dépasser. Notamment quelqu'un comme Liouville, donc en mécanique, ses sources d'intérêt, c'est Lagrange, mais c'est aussi beaucoup Hamilton et Jacobi. Donc, et ça passe beaucoup, ça par le journal de Liouville, entre autres. Donc les résultats en général sont annoncés au compte-rendu et c'est développé dans le journal de Liouville. Après, un article que je vais un petit peu commenter. Donc en Liouville, en 1837, il publie un texte qui s'appelle « Sur une lettre d'Alembert à Lagrange ». Et un petit peu le dessous de cette lettre, dans la préface du journal de Liouville, il y a un seul mathématicien de son époque qui est cité, c'est un certain Libri, que certains d'entre vous connaissent, peut-être. Donc Libri, il avait annoncé
dans le journal de Liouville, dès la première année, un résultat autour, donc je vais parler en des termes modernes, équation différentielle à coefficient constant. J'ai mis une équation très simple du deuxième degré, c'était au cas où il y a des gens de terminale. Donc Libri dit, en gros, si on a affaire à une équation différentielle comme ça, si c'est du deuxième degré, si on connaît deux solutions distinctes, c'était le mot de l'époque, on a toutes les autres. Donc évidemment, à l'époque, on n'avait pas la notion de linéairement indépendant. Donc, mais en gros, si tu connais deux solutions de cette équation, tu peux les avoir toutes, et ainsi de suite pour les équations d'ordre n, à coefficient constant, bien sûr. Donc ça, Libri, il dit que c'est lui qui l'a fait, et il annonce dans le journal de Liouville en 1936. À l'époque, en 1936, Libri et Liouville sont très proches. Et puis, il y a une querelle entre eux, ils ne peuvent pas se sentir, en fait. Ça ne soit pas trop dans le journal, mais ça soit surtout à l'Académie, où ils se règlent des comptes. Donc Liouville, dans son journal, il est assez neutre. Mais en revanche, à l'Académie des sciences, il se défoule. Et là-dedans, il va complètement démonter Libri, et il va citer une lettre de d'Alembert à Lagrange qui date de 1764, qu'on peut voir dans les œuvres complètes, où il y a déjà ce type de théorème, ce type de résultats qui sont annoncés. Et puis, dans Liouville, il y a aussi beaucoup, dans les années 1875, donc là j'ai fait un saut, on a tout un tas d'articles de polémiques autour de la mécanique analytique, notamment celle qui a été publiée en 1953 par Bertrand. Et un des auteurs qui anime cette polémique, c'est Breton. Alors là aussi, c'est pareil, il faut connaître un peu la vie du journal pour pouvoir en parler. Et si ces articles... Breton, il a publié pendant 30 ans, à peu près, au journal de Liouville. Mais les articles polémiques, ils sortent qu'en 1875. Et en 1875, c'est plus Liouville qui dirige la rédaction, il a été exclu par l'éditeur, Gauthier Villard. Et à cette époque-là, le journal de Liouville, il est dirigé par un certain Rézal, un mécanicien, qui maîtrise pas trop sa rédaction. Il y a beaucoup de polémiques, de lettres. Ça n'a rien à voir avec le journal de Liouville à l'époque Liouville. Et donc toutes ces polémiques vont ressurgir. Donc il y a tout un tas d'articles, à peu près une dizaine, autour des prétendues inadvertances de Lagrange. Donc il y a plein d'auteurs qui s'en mêlent, Breton, Poinçot, Bertrand. Donc ça vous donne une idée un peu de la façon dont Lagrange, au moins une partie, est perçue dans mes deux journaux français, donc Crasse, Journal de Liouville. Maintenant, quand on utilise une base de données, il faut toujours être critique. Il y a, dans la liste que je vous ai donnée de centaines d'articles, il y en a plein qui passent au travers, qu'on ne voit pas. Donc, un exemple, ça me permet de rebondir sur un énoncé, sur l'exposé de Jean-Claude Saudière. C'est autour de la modélisation des vagues, pour faire simple. Dans le journal de Liouville, en 1972, vous avez Boussinesq qui publie un article que Sylvie connaît bien sur les vagues. Donc Boussinesq, à l'époque, c'est un jeune professeur au fin fond de la France. Et il publie dans Liouville sa modélisation, dont je ne vais pas parler ici. Et il dit qu'en gros, que le seul résultat théorique avant lui, c'est Lagrange, sauf que ça date de l'article qu'on a commenté hier, c'est-à-dire 1781. Donc vous imaginez le saut, 1781-1872. Ce qui est intéressant, c'est que, aussi, c'est pareil, pour savoir comment Boussinesq entre dans le journal de Liouville, en fait, Boussinesq, c'est très proche de Saint-Venant, c'est un peu son patron, c'est Saint-Venant. Saint-Venant, c'est un copain de Liouville. Et à l'époque, Liouville a beaucoup de mal à remplir son journal. Donc vous allez avoir des pavés énormes de Boussinesq qui vont occuper c'est un mensuel, le journal de Liouville. Il y a des cahiers entiers qui sont consacrés aux travaux de Boussinesq. Et derrière, il y a Saint-Venant, Boussinesq, Liouville. Et pour vous donner juste une idée, pour voir ce que c'est qu'être mathématicien à cette époque-là, Boussinesq, donc dans ses lettres à Saint-Venant, il s'interroge beaucoup sur sa carrière. Donc il est tout jeune, Boussinesq qui va durer très longtemps. Mais à l'époque, il préfère trouver un poste de petit professeur à Paris que d'avoir un poste en faculté des sciences en province, pour être proche des bibliothèques, etc. Donc il y a tout un tas de travaux sur la stratégie de Boussinesq et le journal de Liouville, et c'est assez intéressant. Donc là-dedans, dans son papier, Boussinesq, il dit, avant moi, il y a eu Lagrange, donc
vous pouvez remarquer qu'il ne donne pas, le texte précis de Lagrange, hein, mais c'est la norme à l'époque. Les gens disent, d'après Lagrange, on sait que, etc., confère la critique de Terquem de tout à l'heure. Et en même temps, dans Liouville, il y a d'autres choses. Alors, comme on a beaucoup parlé de vagues, j'ai envie de parler d'un autre auteur de Liouville qui est complètement méconnu aujourd'hui. C'est un monsieur qui s'appelle Georges Aimé. Il a été en fait le premier professeur de mathématiques au lycée d'Alger. C'est aussi un copain d'Arago. Et quand la France est allée en Algérie, donc en 1830, il a été le premier professeur là-bas. Et il est mort très jeune, hein, il est mort en 1846. Et il a passé 10 ans en Algérie à mesurer expérimentalement tout ce qui tourne autour de la mer, les vagues, les remous, etc. Donc c'est un expérimentateur. Et à mon avis, il mériterait d'être travaillé. Il y a une historienne qui a travaillé sur sa vie et on sait plein de choses. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il y a derrière ce type de travaux qui sont expérimentaux, que Boussinesq ne cite pas, bien sûr. Donc là, je vous ai montré Lagrange saisi dans les revues mathématiques dont on a parlé. Maintenant, je vais voir Lagrange dans les Nouvelles Annales de Maths, qui est le journal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on appelle un journal intermédiaire, donc, comme je vous l'ai dit. Dedans, on a beaucoup de textes pour préparer l'école polytechnique, mais il y a aussi plein d'articles qui sont écrits souvent par Terquem, le rédacteur. Souvent, il prend des articles qui sont publiés à Berlin, beaucoup, et il les adapte, comme il dit, à la coloration des élèves. Ça, c'est ses termes. Et il fait aussi beaucoup de choses autour de Lagrange. Par exemple, vous voyez, typiquement, il écrit un article, donc c'est son mode de... Il en a écrit des dizaines comme ça, hein. Donc il met un titre et puis il met d'après Lagrange. Donc il saisit des choses de Lagrange et il les met à la coloration des élèves. Il vise aussi les profs, hein. Donc ça, c'est une façon aussi dont les gens du 19e, en l'occurrence les lecteurs des Nouvelles Annales, pouvaient comprendre Lagrange. Donc il y a des intermédiaires. Et Terquem fait partie de ces intermédiaires. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas lire les œuvres complètes de Lagrange. Enfin, elles n'existaient pas de toute façon à l'époque. Tout le monde ne va pas lire les textes de Lagrange, mais il s'approprie Lagrange et plein d'autres auteurs par le biais de ce genre de revues. Et puis une autre chose très importante dans les Nouvelles Annales, c'est que c'est un journal avec des questions et des réponses. Donc dans Liouville, on n'a pas ça, hein. Liouville, c'est que des mémoires assez standardisées, 20-30 pages, etc. Dans les Nouvelles Annales de Maths, vous avez une rubrique questions-réponses. Et il y a pas mal de questions qui tournent autour d'un point de l'œuvre de Lagrange. Donc ça vous montre, c'est au moins comment un élève du 19e pouvait connaître Lagrange. Il pouvait l'étudier s'il était à Polytechnique, bien sûr, enfin, ou dans des institutions, mais il pouvait aussi l'attraper par un certain nombre de cette rubrique questions-réponses qui était très active. Donc tout ça pour vous montrer que les maths, ça circule par différents canaux et différents publics. Ça, il faut bien, ça c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les historiens, c'est qu'il y a les textes, mais il y a l'émetteur, Lagrange ou celui qui parle de Lagrange, mais il y a aussi pour qui c'est écrit et quels sont le type de lecteurs qui peuvent avoir accès à ce genre de texte. Donc, si on voulait vraiment travailler sur Lagrange au 19e, eh ben avec tout ça, on ferait un espèce de graphe. Là, je vous en ai mis un qui est illisible, qui est issu des travaux de Frédéric Brechenmacher, qui a piloté l'expo qu'on peut voir ici. Donc ça, c'est autour du théorème de Jordan. Donc peu importe, ce n'est pas notre problème. Mais les historiens utilisent beaucoup les apports des sociologues, notamment les constructions de réseaux. Et ça vous fait des trucs comme ça assez incroyables. Alors évidemment, quand on construit un réseau, il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière les flèches. Et c'est très difficile d'arriver à quelque chose comme ça, il y a beaucoup de travail derrière. Donc si on voulait le faire avec Lagrange, il faudrait tenir compte un peu de tout ce que j'ai pu raconter. Les textes qui se renvoient les uns aux autres, par des citations, allez voir dans le corps de texte, par les allusions. Vous avez plein de textes où il n'y a pas le mot Lagrange qui est cité, mais il y a Lagrange derrière. Donc c'est très difficile de construire un réseau. J'ai combien de temps? J'ai plus. Très bien. Donc le troisième aspect de l'exposé, c'est les œuvres complètes.
de Lagrange. Donc elles ont été lancées en 1867 et ça a pris 25 ans pour publier les 14 tomes. Donc là c'est pareil, il faut un peu sortir de Lagrange et changer d'échelle et voir un peu plus globalement. La fin du 19e, en France, il y a beaucoup d'œuvres complètes qui sont publiées. Derrière, il y a un éditeur, c'est Gauthier Villard, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour simplifier un peu mon propos, au 18e, 19e, enfin 19e, la plupart des mathématiques sont éditées par un éditeur qui s'appelait Coursier au XVIIIe siècle, qui va s'appeler Bachelier au XIXe et qui va être repris par Gauthier Villard en 1864. Et si on continue l'histoire, c'est Duno ensuite et c'est Lagardère aujourd'hui. Donc c'est la naissance d'un énorme groupe. Donc eux, leur créneau au 19e, c'est les mathématiques. Ils se revendiquent comme libraires des mathématiques. Donc, et c'est ce sur quoi je vais insister, on peut voir les mathématiques avec des yeux de mathématicien et voir des formules. Et on peut aussi les voir avec un œil économique. Donc les mathématiques au 19e, c'est aussi, pour ces gens-là, c'est un business. Il y a une dimension économique derrière. Donc, en France, donc, un marché qui est dominé par cet éditeur-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Hein. Vous avez vu le petit Lagrange, il a édité chez un autre éditeur de maths qui n'est pas connu, peu importe. Les maths en France au 19e, vous avez Bachelier, Gauthier Villard, et après, dans n'importe quelle ville de province, vous allez pouvoir trouver un éditeur qui va publier le cours du professeur du coin, etc. C'est des choses qui circulent. Ça existe, ça touche des publics, donc il ne faut pas nier cette dimension-là, bien sûr. Donc maintenant, si on regarde uniquement le grand éditeur, donc Bachelier, Gauthier Villard, donc eux, ils ont mis énormément... Vous avez pu voir, pour ceux qui ont jeté un œil dans les œuvres complètes de Lagrange, que la typographie, elle est impeccable. C'est-à-dire que derrière, il y a tout un travail de typographie énorme. Donc ça, c'est Bachelier donc qui va mettre ça en place. Donc il y a des gens qui travaillent sur la typographie des maths, représenter un signe intégral, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire au 19e. Donc le problème des intégrales, c'est qu'il y a des tailles variables, il y a des jeux sur les exposants extrêmement difficiles à faire. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des typographes. Donc ces gens-là ont évidemment œuvré pour la circulation des maths. Et ça a une incidence. Hein. Par exemple, le grand Cauchy, on lui avait demandé un article pour un autre éditeur, pour un journal, et il refuse, parce qu'il dit cet éditeur-là, il n'emploie pas ce mot, ce libraire-là, n'a pas les caractères pour écrire des mathématiques. D'accord ? Et quand on regarde l'ensemble des journaux, surtout dans le dernier tiers du 19e, vous avez aussi ce type de choses, beaucoup pour les ingénieurs qui veulent produire des formules. Et il y a certains journaux où ils savent que ça ne va pas être bien fait et finalement ils se débrouillent. Ou soit ils ne mettent pas la formule, enfin, il y a ça une incidence. La typographie joue un rôle important, évidemment, à cette époque-là. Et Bachelier, Gauthier Villard va avoir plein de prix dans les expositions universelles. Il se revendique comme le libraire des maths et donc il met beaucoup d'énergie là-dedans, dans la typographie. Il y aurait aussi la gravure qui joue un rôle, mais je ne vais pas en parler trop ici. Donc Gauthier Villard, il va développer ça, hein, donc continuer à faire des efforts à la typographie des maths, et il va aussi se lancer dans une énorme envergure de communication qui est produire des œuvres complètes. Donc, et ça, c'est... Au début, c'est fait par la librairie impériale, je vais pas dire ce que c'est, mais c'est Gauthier Villard qui va publier après toutes les œuvres complètes des gens que vous connaissez, Laplace, Cauchy, etc. Donc là, les œuvres de Lagrange, donc l'éditeur, Gauthier Villard, derrière, il met Serret, donc un mathématicien très connu à l'époque, qui est académicien et qui va piloter la publication des œuvres de Lagrange. Et donc ils vont travailler longtemps et on a
la chance d'avoir à la bibliothèque de l'Institut de France à Paris donc des lettres à l'éditeur. Ce qui est extrêmement précieux parce que, pour vous dire, moi je travaille beaucoup sur Gauthier Villars, et Gauthier Villars, donc, quand il a été racheté par Duno dans les années 1970, tous les cartons d'archives sont passés à la poubelle. Donc on a assez peu d'informations sur cette entreprise des mathématiques. Donc là, bon, après on cherche un peu, on se débrouille. Hein. Les historiens ne s'arrêtent pas de fouiner dans tous les coins et ça trouve des petites choses par-ci par-là. Donc là, par exemple, pour les œuvres complètes de Lagrange, on a une dizaine de lettres entre Gauthier Villars et Céret, donc qui est le pilote, enfin le rédacteur scientifique des œuvres de Lagrange. Et là-dedans, on a plein de considérations matérielles. Hein. La typographie, mais pas trop, parce que à l'époque, c'est déjà installé, les gens savent reproduire des formules, il n'y a pas de problème. Mais il y a une très longue discussion, par exemple, sur la qualité du papier. Donc là, on est en 1867. Il y a beaucoup de production de textes au 19e, et il y a des papiers de qualité très différentes. Donc si vous allez au fond ancien de la bibliothèque du CIRM, vous verrez par exemple, si vous allez voir les nouvelles annales de mathématiques de cette époque-là, c'est un papier qui est fait avec ce qu'on appelle du papier sciure, donc qui est de très mauvaise qualité, c'est-à-dire si vous le touchez, il s'effrite. D'accord ? Là, Gauthier Villars, lui, il veut du vrai papier avec du chiffon, et c'est un gros problème économique au 19e, parce que là on parle des maths, mais il faut le plonger dans la production globale, hein. Tout le monde publie, hein. Donc il n'y a pas assez de chiffon. Donc ça veut dire que si on veut du chiffon pour faire du papier de qualité, il faut mettre de l'argent. Donc Gauthier Villars va discuter là-dessus, va faire le tour des papeteries pour trouver un bon papier, parce que les œuvres complètes, il ne le dit pas comme ça, je schématise un peu, mais il dit en gros c'est des livres pour durer, donc, pour être lu au CIRM, consulté au CIRM en 2013. Donc il veut un papier qui dure. Les Nouvelles Annales, c'est un journal c'est Gauthier Villars qui publie aussi, c'est un journal, on prépare Polytechnique, et puis après on entre à Polytechnique éventuellement, et après on ne relit plus le journal. Donc ça n'a pas une durée de vie énorme. Donc il y a toute une discussion très très intéressante entre Céret et Gauthier Villars sur le papier, et puis il y a des considérations financières bien sûr. Gauthier Villars, il ne le fait pas pour la beauté des maths. Hein. Donc par exemple, il procède beaucoup, et ça se fait beaucoup au 19e, c'est ce qu'on appelle les souscriptions publiques. Donc il n'y a pas qu'au 19e que ça existe. Donc par exemple, Gauthier Villars, il se charge, donc ce n'est pas un contrat, c'est pas contractualisé à l'époque, c'est par lettre que ça se passe et par oralité. Donc il va produire les œuvres complètes, mais en revanche, il veut qu'on lui achète un certain nombre d'exemplaires d'avance. L'Académie va acheter ces œuvres complètes et elles vont être dispatchées un peu partout. D'accord ? Il serait intéressant d'ailleurs de faire l'histoire de celle qui est arrivée au CIRM, qui a été achetée par le CIRM, mais il est probable qu'au départ, c'est l'Académie qui a envoyé ça à un auteur prestigieux ou pas. Donc Gauthier Villars fait beaucoup ça, donc, beaucoup de souscriptions, il a le leadership, il est critiqué aussi pour ça. Donc, et les œuvres complètes, il va beaucoup communiquer autour de ça, donc il va mettre beaucoup d'énergie là-dedans hein, pour Lagrange et pour plein d'autres auteurs. Hein. Maintenant, je crois que je vous ai à peu près montré que c'était un très beau livre. Maintenant, je vais essayer de vous démontrer que c'est un très mauvais livre, les œuvres complètes de Lagrange, pour les historiens d'aujourd'hui. Donc ça a été très critiqué, donc il y a un certain nombre d'articles qui ont été faits, je vais pas les commenter ici, hein, mais juste quand même, donc vous retrouvez des noms. Hein. Taton, donc notre grand-père à nous, historiens des maths aujourd'hui, donc qui dans les années 50 a fait un article sur les œuvres complètes de Lagrange. Et un autre grand nom de l'histoire des maths, c'est Sarton, donc un Belge qui a fait sa carrière ensuite aux États-Unis. Donc c'est un peu les figures de proue du monde de l'histoire des maths. Donc en substance, pourquoi les œuvres complètes sont pas bien pour un historien? Eh bien, bon déjà, une œuvre complète, elle est toujours incomplète. Donc ça, on peut toujours dire qu'on laisse du travail pour les autres pour trouver d'autres archives. Mais il y a surtout, il y a un manque de chronologie. Et puis surtout, il n'y a pas de commentaire, ce n'est pas contextualisé. D'accord ? Donc si vous regardez une œuvre complète écrite aujourd'hui,
vous allez avoir une surabondance de notes de bas de page qui permettent de comprendre qui est qui, etc. Si vous prenez par exemple le 14e tome, le dernier tome des œuvres complètes de Lagrange, ce sont les correspondances, mais dans le titre, il vous met juste les correspondances de Lagrange avec 3 grands noms. Et dans le livre, il y a d'autres auteurs qui ne sont pas forcément des grands noms, mais qui ont, à leur échelle, permis de faire circuler les maths. Donc, une œuvre complète, c'est un travail qui est très annoté, très contextualisé. Donc, c'est comme ça que c'est envisagé par les historiens. Et il y a une autre critique qui est très importante, c'est que, par exemple, il n'y a pas les différentes versions d'un texte. Donc, on a vu avec Olivier Darrigol hier que quand on travaille sur un mémoire de Lagrange ou d'un autre, il est important de voir les différentes versions du texte et éventuellement pouvoir les corriger par l'accès de certains manuscrits, des choses comme ça. Donc, quand on fait de l'histoire, on ne dit pas non, Lagrange a fait en je ne sais pas quoi, on essaie de voir les différentes versions du texte. On peut retrouver des choses qui ont été, par exemple, la théorie des fonctions analytiques dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui a été un succès d'édition entre guillemets. On a retrouvé récemment, enfin il y a quelques années quand même, un projet de préface qui n'a pas été publié, mais donc ça apporte un autre éclairage sur la façon dont Lagrange pouvait voir son texte. Donc ces œuvres complètes, elles ont le mérite d'exister, hein, c'est bien sûr important, mais ce n'est pas du tout un outil, et ça vaut pour toutes les œuvres complètes publiées fin 19e, hein, ce que je dis là. Il y a un autre aspect qui est important de bien prendre en compte, c'est qu'en général, quand on produit une œuvre complète, on n'y voit que ce qu'on veut bien y voir, c'est-à-dire que l'aspect mathématique, par exemple. Or, tous ces gens-là dont on parle, ils ont eu une vie autre, je ne parle pas de la vie privée, hein, je parle d'une vie publique autre que mathématique, où ils pouvaient éventuellement parler de mathématiques. Donc ils peuvent être engagés politiquement. Si on prend par exemple le cas de Liouville, donc qui est, je m'intéresse beaucoup plus à Liouville qu'à Lagrange en réalité. Donc Liouville, par exemple, il n'y a jamais eu d'œuvre complète de Liouville. Et on ne pourrait pas, si on publiait une œuvre complète en ne publiant que la liste d'articles qu'il a publiés, sans voir tous ses travaux d'animation de la vie scientifique, donc il a tenu son journal pendant 40 ans quand même. Donc il a eu plein de correspondances, suscité des auteurs, rectifié des choses. Donc ça, il faudrait que ça figure évidemment dans une œuvre le plus complet possible. Donc un exemple d'œuvre complète, entre guillemets aussi, bon déjà je pense que ça ne passe pas forcément par le format livre. Si vous regardez des sites comme le site consacré à Ampère, par exemple, ce serait beaucoup plus proche de ce qu'on peut voir aujourd'hui comme quelque chose d'un peu complet. Donc vous irez voir un peu ce que c'est que le site d'Ampère. Il y en a d'autres, bien sûr. Pour terminer, la chanson. Donc je ne vais pas chanter. C'est un petit hommage à un grand chanteur français, Léo Ferré. Donc dans son texte, Les anarchistes, donc c'est le titre qui m'intéresse en fait. Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. Donc là, je parle évidemment des historiens des maths. Hein. Donc c'est à peu près la donne. Je pense qu'il est intéressant qu'il y ait des choses comme ce qui se passe aujourd'hui, où il y ait des mathématiciens et des historiens qui se rencontrent. C'est pas si fréquent. Parce qu'en général, les historiens, on a nos revues, on a nos cours, mais on ne se mélange pas forcément avec les mathématiciens, et ça va dans les deux sens. Hein. Or, je pense que pour accéder à certains textes, il est important qu'il y ait des collaborations. C'est-à-dire qu'un œil global et un œil local peut se combiner et voir des choses que séparément on ne peut pas voir. C'est la dimension collective. Donc je pense que c'est important de faire en sorte que les uns et les autres, on se connaisse mieux et la façon dont on travaille. La citation. Alors je vais détourner une citation d'Hilbert. J'aurais pu la prendre en allemand, mais j'ai fait ça un peu vite. Donc vous savez, Hilbert, à la fin du 19e, il traitait la théorie de Cantor sur les infinis de paradis. En fait,
Hilbert ne connaissait pas le CIRM. Le paradis des maths, c'est pas Cantor, c'est le CIRM, avec et ses anges qui nous permettent de travailler dans des conditions extrêmement idéales. Donc, je remercie le CIRM d'accueillir ce genre d'événement. Et on peut voir derrière mes propos une certaine forme de politesse. C'est normal, quand on est reçu, on doit être poli. C'est un peu plus en clair que ça. Parce que quand l'histoire des maths, on étudie des maths, bien sûr, mais on regarde tout ce qu'il y a autour. Et pour comprendre une structure, que ce soit la structure du CIRM aujourd'hui, s'il y a un historien qui se penche sur l'histoire du CIRM, que ce soit sur un journal, une école, tout ce qu'on veut, il faut prendre en compte tout ce qu'il y a autour. Donc, plonger la structure dans la société, bien sûr. Donc, derrière, il y a plein de choses pour mieux comprendre comment ça marche. Donc, notamment, moi, les structures qui m'intéressent le plus, c'est les journaux. C'est comment une structure journal arrive à être animée, quel est le poids d'un homme, etc. Quand je vous ai parlé de mes premiers journaux tout à l'heure, je vous ai dit au début Gergonne, Youville, à la fin des dizaines de journaux. Ça s'appelle journal, ce n'est pas du tout les mêmes objets. Donc au début du siècle, vous connaissez tous les journaux aujourd'hui, un comité de rédaction, deux anonymes, entre guillemets, qui vous relisent et vous acceptent ou vous refusent. Ça, ce n'est pas du tout la norme. Les premiers journaux, Gergonne, Youville, Crelleux, c'est le rédacteur qui a droit de vie ou de mort sur ses auteurs. En général, les articles, il les sollicite, il n'y a pas de comité de rédaction. Youville, par exemple, il a quelques proches, donc notamment Saint-Venant, par exemple, mais c'est lui qui choisit, et c'est lui qui refuse, ou accepte, ou sollicite. À la fin du 19e, la structure journal va un peu plus se rapprocher de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est les premiers comités de rédaction, etc. Maintenant, on va passer à 2 invitations. Donc, comme je vous ai dit, je suis beaucoup dans les bicentenaires. Si je travaille sur le 18e, je serais plutôt dans les tricentenaires. Bon, il se trouve. Alors là, il y aura un autre bicentenaire à fêter, donc ce monsieur, je ne vais pas dire qui c'est. Donc c'est le 30 mai 2014, donc tenez-vous prêts. Donc ce monsieur, il mérite aussi qu'on lui fasse un bicentenaire. Il y aura des choses qui vont se passer à Polytechnique, à Paris-Sud, même si j'ai du mal à convaincre encore, mais ça peut changer. À Liège, il y aura des choses. Et pourquoi pas au CIRM d'ailleurs. Donc ce monsieur, rien que... On a parlé d'impact factor tout à l'heure. Au 19e, c'est lui qui a le meilleur impact factor. Enfin, il y a Cauchy et Quetelet qui le devancent, peut-être. Donc voilà, il y aura un bicentenaire. Donc préparez-vous. Et maintenant, il ne faut quand même pas oublier Lagrange. Donc si vous voulez en savoir plus sur Lagrange, il y a encore toute la journée, mais vous avez aussi 7h44 minutes, etc. de vidéos sur Lagrange qu'on trouve sur le site de l'Institut Henri Poincaré. Donc vous allez avoir toute une série de vidéos faites par où les conférenciers sont des historiens et on fait un travail sur Lagrange, mais plutôt, nous on est après moi j'étais plutôt après 1813, disons, 1836. Là c'est plutôt de Lagrange et puis il y a aussi plein de choses. Donc c'est passionnant. Donc l'Institut Henri Poincaré permet d'accéder à pas mal de conférences en ligne. Je crois que ça va être pareil ici, puisqu'il y a ce micro. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'œuvre de Lagrange, sur la façon dont les historiens l'étudient, la comprennent, eh ben vous avez cette vidéo qui sont extrêmement intéressantes. Et puis je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie.